on sent bien avec les nouvelles technologies, etc., que le centre de la connaissance risque de ne plus être l'école ou l'éducateur. Comment vous acceptez ce fait que demain, vous serez peut-être plus le centre de la connaissance et comment l'école doit évoluer pour continuer quand même à être un pôle d'attraction pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde? Elementor, l'émission qui parle d'éducation, qui parle de nos jeunes, qui parle de nos éducateurs et qui surtout leur donne la parole. C'est très important. Et aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi est l'école. L'école, elle est là depuis, je ne sais pas depuis quand, depuis Charlemagne peut-être, qui avait inventé l'école. Mais depuis, elle est sérieusement secouée par un tas de choses qui font que de plus en plus de gens se posent des fois la question: est-ce que l'école qu'on connaît sera encore là dans 10 ans, dans 50 ans? Parce que le tableau, avec le prof qui raconte un cours, etc., est-ce que c'est pas dépassé? Est-ce que c'est pas désuet? Et je vais poser la question en premier à Eliezer. Eliezer, c'est mon ami, c'est mon collègue. Et on rigole beaucoup, même en faisant le projet Elementor dont je vous ai parlé et qui prend la fine fleur de l'éducation en France, en Suisse et en Israël pour monter tous ensemble d'1, 2, 3 et 4 niveaux pour donner le meilleur à nos enfants. Eliezer, l'école, elle sera encore là dans 100 ans. On verra encore des chaises comme on en voit derrière toi avec des petits élèves studieux qui ont préparé leur cahier pour la rentrée des classes. Ou alors on verra complètement autre chose. Waouh, c'est fantastique. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui traverse une crise, le premier réflexe, yalla, on s'en débarrasse, on le jette, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, le responsable de l'éducation de nos enfants, c'est l'école. Il y a une crise, ça marche pas. Bon, on s'en débarrasse. Après, on fait tabula rasa d'abord. Après, on réfléchit. Alors, donne-nous un ou deux exemples. Quand est-ce que ça arrive, ces changements-là, où on veut jeter tout? Moi, ça me vient tout de suite la Révolution française. Je me rappelle, allez, on change le nom des mois, parce que c'est plus possible. Janvier, février, il faut mettre d'autres mois. Bon, attention, tu t'adresses à quelqu'un d'origine russe, alors c'est dangereux de parler d'autre, à quitter une ville. D'accord, effectivement. Vous, la Révolution... Saint-Pétersbourg, la ville des trois révolutions. C'est l'impression, et c'est quelque chose qui est pas du tout juif. Okay. C'est-à-dire, et ça, je pense que c'est la chose essentielle qui doit être utilisée. La révolution telle qu'on a apprise de Marat, Bonaparte, Robespierre, etc., et Danton et compagnie, ou telle qu'on l'a apprise de Lénine, de Trotsky ou bien d'autres, c'est quelque chose qui vient effacer, mettre de côté entièrement. Tout était mauvais. Tout était mauvais, pas, on jette tout. Et nous, on a la solution. Et nous, on a la solution. Alors, c'est des nouvelles dates, c'est une nouvelle éducation, c'est des nouveaux noms, c'est des nouvelles frontières. Tout. Le monde juif, il est beaucoup plus évolutif. Le plus grand défi des pères, c'est de continuer. Comment on dit? Elle toldot Yitzhak, Abraham, Olid et Yitzhak. C'est les engendrements de Yitzhak. Abraham est le père à donner naissance à Yitzhak. Attends, c'est quoi? Alors, en fait, dans le judaïsme, on veut continuer. Mais pourtant, tous les systèmes sont amenés à évoluer, à changer. Mais ce que tu dis, c'est pas une révolution, pas table rase, sûrement pas, des changements, peut-être, mais en se souvenant d'abord d'où on vient, quel chemin on a parcouru et où on doit aller maintenant, mais tout doit être déjà un peu planifié, on sait Absolument, où on va. Absolument, je pense qu'au niveau, il y a un énorme basculement dans le peuple juif. Fulgurant, plus grand depuis les 2000 dernières années, c'est le retour. Maintenant, regarde le truc qui est très intéressant. Qu'est-ce qui nous a sauvegardé pendant les 2000 ans d'exil? C'est avant tout les écoles juives. Le Cheder, le Talmud Torah, la Yeshiva, c'est ce qui nous a conféré. Qu'est-ce qui nous a mis en pièces? Les services militaires, les changements, la vie quotidienne qui nous apportait l'assimilation. Maintenant, en Israël, qu'est-ce qui nous assure le mieux notre pérennité? Maintenant, qu'est-ce qui nous remplit le plus renforce notre identité? C'est l'armée, Tzahal, c'est la vie dans le quotidien qui est hyper juive. Et qu'est-ce qui traverse la crise? C'est l'éducation.
Alors, on va voir si tu es sur le droit chemin par rapport à ça. On va interroger directement des éducateurs. Oh. Et dans notre programme Elementor, on a deux éducateurs qui sont de l'école Ganami de Marseille, Myriam et Wesley. Et Myriam et Wesley, on va leur demander d'abord qu'est-ce que c'est Ganami à Marseille. Les gens de Marseille et du Sud, bien entendu, tout le monde connaît. Mais les Parisiens, les Canadiens, les gens d'Afrique du Nord, etc., sont peut-être pas au courant. Myriam et Wesley, vous vous répartissez comme vous voulez un peu, mais qu'est-ce que c'est Ganami? Combien vous avez d'enfants? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, bonjour à tous. Alors, Ganami est Bonjour. la plus grande école juive de Marseille, sous contrat avec l'État, avec l'Éducation nationale, et aussi sous contrat avec la PMI, car on est en train d'ouvrir une crèche. On a un jardin d'enfants actuellement dont j'ai la direction, et on a un projet d'ouvrir une crèche dans le courant de l'année. Ganami, il y a plus de 900 élèves au Ganami, plus de 100 salariés. C'est une école qui est en expansion continuelle et qui est énormément dans des projets, dans des actions communautaires. Voilà, on entend parler du Ganami un peu de partout en France. Et voilà, bon, le Ganami va participer bien sûr au Bac Bleu Blanc dans quelques semaines et participe à de nombreuses actions, de nombreux projets. Alors, on vous attend avec plaisir ici. Wesley, toi, tu es dans le Kodesh, toi. C'est le Kodesh à Kodashim du Ganami. Bonjour à tous, moi c'est Wesley Benamou, je suis enseignant de Kodesh, d'Ivrit et depuis quelques années maintenant responsable de projets informels au sein de l'école, depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Donc comme l'a dit Myriam, nous travaillons beaucoup sur des projets informels communautaires, à savoir l'aide aux familles nécessiteuses de la ville. Pour rappeler, on a mené une campagne de colis alimentaires pour les fêtes de Tishri. Les enfants ont participé à la participation de ces colis. C'était plus de 400 colis qui ont été distribués durant cette campagne. Et nous menons à terme tout au long de l'année beaucoup de projets communautaires. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'où le slogan de notre école, l'école du cœur. Donc on essaye toujours au quotidien d'essayer d'être toujours dans le don avec les enfants, le partage, leur proposer, leur enseigner des valeurs telles que le chesed, sont des choses qui nous tiennent vraiment à cœur au sein de l'école. Bon, nous, on connaît bien Ganami. Excuse-moi, Myriam, vas-y. Non, et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte au quotidien que les enfants d'aujourd'hui, quel que soit leur âge, ont besoin de choses concrètes. Et en fait, nous, on s'est rendu compte avec une équipe d'éducateurs au Ganami qu'il faut être dans l'action. Et voilà, on a besoin d'action. Les enfants ont besoin d'action. Ils ont besoin, on a des classes qui vont plusieurs fois dans l'année visiter les personnes âgées dans une maison de retraite cachère à Marseille, faire des activités avec eux. C'est vrai qu'on fait vivre les choses parce que les enfants ont besoin ils ressentent mieux les choses comme ça. Ils ont besoin de les vivre. Alors, tout le Kodesh et tout ce qu'il y a autour des cours, on essaye le plus possible de leur faire vivre ces moments-là ensemble, de partager un seder, de partager Yom Ha'atzmaut ensemble. Voilà, c'est ces choses-là, ces actions-là qui vont les marquer. Bon, Myriam, on a très bien compris, le Ganami, il est sur tous les fronts de l'éducation. On salue d'ailleurs David Zenou, le directeur de l'école, qui est un grand ami aussi. Et on va commencer à vous poser quelques questions, puisque le sujet, c'était est-ce que l'école va-t-elle continuer comme elle était? Et moi, j'avais une question pour vous. L'école doit-elle survivre ou bien doit-elle se réinventer complètement, être balayée, comme disait, et on met un nouveau système avec plein de trucs modernes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Chacun 30 secondes. D'accord. Alors pour moi, l'école doit survivre. Oui, évidemment qu'elle doit survivre parce qu'à l'école, il se passe des choses et surtout au niveau de l'action sociale, au niveau des relations à l'autre. J'ai entendu il n'y a pas longtemps des amis à moi qui m'ont dit « Ah, tu as vu, ces parents-là ne mettent pas leurs enfants à l'école, ils leur font leur éducation à la maison. » Mais moi, je trouve ça hallucinant parce que en fait, tellement de choses se passent dans les interactions entre les enfants, dans les interactions entre le professeur et l'enfant, qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et après, il y a peut-être des choses, effectivement, à revoir au niveau du système scolaire, au niveau des programmes, peut-être. Oui, peut-être aussi. Moi, je pense que l'école, dans un premier temps, elle doit survivre en tant que mission, mais se réinventer dans sa forme. En tant que mission, il faut savoir que l'école, elle survit parce qu'elle porte en vérité une mission démocratique, une mission de transmission culturelle. Je pense aussi une mission de protection vis-à-vis des enfants, mais également une mission sociale. Voilà pourquoi je pense que l'école doit survivre aujourd'hui. J'ai une question à vous poser.
surtout du fait de l'aspect social de l'école Ganami. En Israël, on a fait un sondage parmi les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles, ce qu'on appelle mamlachti, dati, religieuses sionistes. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que ça doit être un enseignement qui porte avant tout sur les valeurs sociales, l'engagement, la capacité à aimer les élèves, à les aider à entreprendre des projets ensemble, ou bien, deuxième chose, c'est l'excellence. L'excellence dans les études, dans les maths, dans l'anglais, dans le code, etc., etc. Et chose très intéressante, les parents, ils ont répondu, alors à majorité, mais écrasante, 82% qui disent non, on doit donner la priorité aux valeurs, même si ça vient au détriment de l'excellence. Quelle est l'image à peu près? Est-ce que vous imaginez les parents qui envoient les enfants chez vous donner ces mêmes réponses? Et quelle est la réponse que vous aussi, vous pensez être plus juste ou plus adaptée à la réalité avec laquelle vous avez affaire? Alors, je vous dis sincèrement, en ce qui nous concerne à nous, évidemment que la transmission des valeurs, du vécu et de toutes ces notions-là qui nous sont chères sont pour moi les plus importantes parce qu'elles amènent à justement à avoir l'excellence dans d'autres matières parce que c'est la base des choses. Maintenant, je vous dis franchement, les parents en France visent quand même l'excellence. Visent l'excellence dans certains domaines et ont besoin de résultats précis. Et ils aiment bien toutes les actions qui sont mises en place, mais malgré tout, on va quand même choisir une école par rapport à ses résultats du bac pour après faire des études supérieures d'excellence. Ok, très bien. Moi, j'ai une petite question. Non, est-ce que vous pensez que par rapport à ce qu'on a dit, on sent bien avec les nouvelles technologies, etc., que le centre de la connaissance risque de ne plus être l'école ou l'éducateur? Avant, je me rappelle même de mon temps, on rentrait en classe et puis il y avait le monsieur qui était la connaissance. Mais aujourd'hui, n'importe qui a accès à plein de connaissances, d'ailleurs des meilleures et des moins bonnes. Mais accès, et comment vous acceptez ce fait que demain, vous serez peut-être plus le centre de la connaissance et comment l'école doit évoluer pour continuer quand même à être un pôle d'attraction pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde? Alors effectivement, on est un petit peu, au niveau des connaissances, le professeur ne tient plus lui la connaissance comme tu l'as expliqué comme avant, parce qu'on a accès à Internet, à l'IA. Donc effectivement, on peut se servir de ça, mais il y a quand même des choses qui existent au niveau des relations humaines, pardon, qui font que ça ne pourra pas être remplacé par Internet ou par autre chose. Un enfant qui a besoin qu'on lui parle, un enfant qui a besoin qu'on l'aide, ces choses-là ne pourront se passer qu'en interaction l'un avec l'autre. Alors effectivement, le professeur va représenter autre chose peut-être, quelque chose de différent, mais le professeur a un rôle indispensable auprès de l'éducation des enfants et à l'école. On ne pourra pas enlever le rôle d'un professeur, pour moi c'est indispensable, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, oui, l'école, pardon, si je peux me permettre, Bernard, elle ne devrait plus peut-être transmettre des contenus comme si elle était la seule détentrice. Aujourd'hui, si vous voulez se battre contre Internet, contre l'IA, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ça tout à l'heure, c'est comme se dire qu'on se battre en fait contre des infrastructures comme l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas se battre contre une évolution de technologie mondiale. Plutôt que, je pense, vouloir essayer de supprimer Internet et l'IA, je pense qu'il faudrait chercher des moyens pour mieux les utiliser. Alors, on vous remercie beaucoup. On a d'autres invités dans cette émission. C'était très important pour nous d'avoir l'avis des gens qui sont au front, qui sont tous les jours face à nos enfants et qui leur donnent le maximum et dans l'excellence aussi de ce que des éducateurs peuvent donner. Wesley, Myriam, merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps. On est dimanche en France et c'est le jour de congé, d'avoir pris votre temps. Bravo. Plaisir. Et à très bientôt. Je vais continuer avec Eliezer. Eliezer, comment tu peux expliquer que des gens, malgré tout ce qui a été dit par Wesley et par Myriam, arrivent et disent aujourd'hui, non,
Moi, malgré tout, je reste. On va avoir un invité d'ailleurs qui est comme ça, parce que lui, il a choisi l'option que Myriam avait dit, je comprends pas. Et ben, il y a quelqu'un qui a été enseignant et qui va nous dire, quand on va l'appeler, qui va nous dire tout de suite, il est déjà là en coulisses à nous attendre, mais pourquoi lui, il a choisi de faire du chinour bêtise, c'est-à-dire de garder ses enfants à la maison et de faire l'enseignement avec, bien sûr, la vérification du ministère de l'Éducation, etc. Mais pourquoi ça a été son choix alors que lui-même a été enseignant dans des classes, il a vu cet apport de l'enseignant, l'influence qu'il peut avoir, et pourtant il a fait un autre choix. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui, pour toi, avant de lui demander pour lui, qu'est-ce qui peut justifier pour toi, Eliezer, que cette option-là nous semble lourde ou fatigante ou stricte et on voit bien d'ailleurs, et je peaufine, ma question est un peu trop longue, mais c'est important, si un prof de maths aujourd'hui dit « je ne viens pas aujourd'hui », on ne pleure pas, les élèves ne sont pas en train de faire le deuil, « oh non, je vais louper 2 heures de maths », mais au contraire, très souvent, ah, super, qu'est-ce qu'on fait? Piscine, promenade, sortie, génial. Je pense que là, la question que tu poses, elle touche à l'essentiel. Parce que l'éducation, c'est avant tout l'affaire d'un triangle qui touche à l'élève, à l'école et aux parents, à la famille. Maintenant, ce qui s'est passé ces derniers siècles, un peu moins, on a fait comme un outsourcing de l'éducation à l'école. Et maintenant, quand les parents veulent faire revenir l'éducation à la maison, c'est une sorte de rééquilibrage. Comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français, Dguvata Mishkal, d'après le Rambam, c'est-à-dire on va à l'extrême pour rééquilibrer. Mais ce qu'il faut savoir, il y a quelques générations à peine, moi, je payais le plein prix pour l'éducation de mes enfants. Maintenant, c'est pourquoi je paye, ça m'intéresse. Je suis intégré. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, maintenant, ceux qui viennent gratuitement, eh bien, débrouillez-vous. Maintenant, les gens allaient étudier dans les yeshivot. Mais ce n'était pas les yeshivas, la plupart, l'écrasante majorité, avec logement et avec nourriture. Non, vous alliez dormir chez des familles, manger chez des familles, dans la bourgade, et en échange, qu'est-ce que vous leur donniez? Vous enseignez maintenant la Torah à mes enfants, sinon tu ne manges pas. Ah d'accord, il y avait un win-win. Il y avait un win-win, c'est-à-dire l'éducation juive, c'était quelque chose qui n'était pas seulement dans la yeshiva, qui n'était pas seulement dans l'école, mais même quand c'était dans la yeshiva et dans l'école, le centre, c'était la maison, c'était les enfants, c'était les parents. C'était la maison. Alors je pense que Itaï, ça va lui plaire. Bon, alors Itaï n'est pas un inconnu, il n'est pas juste un prof, c'est aussi mon fils. Et je l'ai pris parce que c'est un exemple, parce que nous aussi, à la maison, on était un peu surpris au tout départ. J'ai aussi une fille qui a fait le même choc qu'Itaï. Et on va lui poser des questions bien précises pour savoir, Itaï, à ton avis, bonjour, il a disparu de l'écran, mais il revient. Bonjour papa. Bonjour. Itaï, quel est le choix? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, tu as regardé l'école quand tu as commencé à enseigner et tu t'es dit trop strict, trop défini, trop de règles, je veux pas ça pour mes enfants et je veux pas qu'ils connaissent, ou alors c'est sorti d'une autre motivation, d'une autre idée, et tu t'as dit de toute façon, vu l'évolution, bientôt ça sera plus, parce que comme dit Eliezer, il fallait au bout d'un moment que les choses tournent autour de la maison, pas obligatoirement d'une école ou d'un endroit. Oui, alors d'abord, il faut comprendre que l'école est là quand les parents ne peuvent pas faire leur rôle, que c'est éduquer les enfants. Chez nous, chez les Juifs, ça a commencé déjà à la Tkufa de la Gemara. Rabbi Yoshua ben Gamla, il a dit, si les parents ne peuvent pas enseigner les enfants, on va mettre quelqu'un qui les enseigne. Mais le rôle, c'est le rôle des parents. On voit dans la Torah aussi, t'enseignes ton fils, tu lui racontes ce qui s'est passé. Ça s'est toujours été comme ça, c'est comme ça que ça doit passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça aussi par la nature même. Ça veut dire que l'enfant étudie selon ses parents, par ses parents. On voit ça très intéressant, beaucoup de choses, beaucoup de recherches. Par exemple, une vraiment intéressante tout court, il y a des enfants qui sont nés à des parents qui ne peuvent pas parler et pas entendre. Donc les parents ne parlaient pas et ils ont dit comment les enfants vont parler. Alors ils ont mis la télé, ils ont dit la technologie, on a la télé aujourd'hui et ils vont apprendre à parler parce qu'ils voient la télé parler. Et ils ont vu que les enfants ne parlent pas, même s'ils comprennent ce que la télé, ce qu'ils disent, mais ils parlent pas parce que moi je fais comme mes parents.
Si mes parents ne parlent pas, moi non plus, je ne parle pas. Et que quand les enfants sont rentrés à une école, ils ont vu les adultes parler, ils se sont attachés à eux, ils ont commencé à parler. Ça veut dire que pour étudier, c'est pas assez la technologie qu'on a, ni le IA, ni rien du tout. Pour étudier, tu dois être attaché à quelqu'un d'adulte qui est, comment on dit, mashmouti, qui est très important pour toi, et tu le vois et tu veux être comme lui, donc tu commences à étudier. Et le problème avec les écoles, j'ai pas quelque chose contre l'école. Je crois qu'il faut avoir des écoles parce qu'il y aura toujours les parents ou la majorité des parents, la plupart des parents qui ne peuvent pas être toute la journée avec les enfants pour les enseigner. Donc c'est bien qu'il y ait les écoles, mais il faut comprendre le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est qu'il y a un adulte attaché à un enfant et l'enfant qui est attaché à un adulte. Et quand ça marche, alors l'enfant, il peut étudier. Mais si ça ne marche pas, alors il va jamais étudier. Le problème avec l'école aujourd'hui, j'étais prof, mais j'étais aussi élève avant, donc je me souviens très bien comment ça marche. C'est que tu veux pas aller à l'école et tu supportes pas tes profs d'habitude. Des fois, tu aimes un prof ou un autre, mais la plupart, c'est quand ils te disent il n'y a pas de cours aujourd'hui, tu es très content, comme tu as dit avant. Tu n'es pas triste, tu n'es pas là à pleurer, oh, il n'y a pas de cours. Et ça, c'est un problème. Parce que étudier, ça doit être la chose la plus merveilleuse, la plus merveilleuse qu'il y a au monde. Tu découvres de nouvelles choses, tu investis le monde. Mais si tu veux pas étudier, tu veux pas aller à l'école, ils sont contre toi, et alors tu vas jamais étudier. Tu comprends? Le problème avec l'école, c'est pas la technologie qui est nouvelle, c'est le problème que les enfants n'aiment pas aller à l'école. Ça, c'est le problème. Mes enfants, ils s'étudient à la maison, ils adorent étudier. Ils ont jamais dit je veux pas étudier quelque chose. Et moi, je les ai jamais forcés à étudier. Tu comprends? Le problème, c'est à l'école. Tu as ce qu'il faut étudier, ce qu'il ne faut pas étudier, et les heures. Maintenant, on étudie les maths, mais à 10 heures, on arrête. Maintenant, c'est l'anglais. Tu peux pas. Non, mais je veux continuer à étudier les maths. On a très bien compris la première idée. On a très bien compris la première idée, et ça se tient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi actuellement. Et même sur le fait que tu as été prof, donc on ne peut pas te la raconter. Toi, tu sais ce qui se passe là-bas et tu as connu. Eliezer, une petite question pour essayer de creuser encore plus cette question que je te posais, ce pourquoi. Pose une question à Itaï si tu peux, histoire de creuser encore plus cette question de le pourquoi, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé, même pour Itaï, etc., qui a fait cette réaction. Si tu as été élève et prof, et tu t'es aperçu de la même chose, que les élèves n'ont pas envie d'aller à l'école, ils ne pensent pas que c'est là-bas qu'ils vont se développer le mieux et tout, on a un problème quand même. Wow. C'est-à-dire, en fait, ce que tu dis, c'est que l'essentiel, c'est pas de faire passer un savoir ou un programme, mais c'est d'établir et de maintenir un lien, un rapport entre un adulte et entre les enfants. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que dans la réalité actuelle, avec la quantité, avec les classes, on dit débordées, parfois oui, parfois non, est-ce que ce serait possible d'établir ce lien, ou est-ce que le surplus de programmes, de bagrouillottes, de bacs qu'on doit poser, etc., rend la mission de l'éducation, du lien, mission impossible? Ouais, c'est une bonne question. Et la réponse est bien sûr qu'il faut faire beaucoup de révolutions, beaucoup de changements dans le système. Mais ça peut commencer déjà aujourd'hui. Moi, j'étais prof il y a 2 ou 3 ans. J'ai pris encore une fois, je suis rentré un peu dans le système. Et j'ai dit aux élèves, bonjour, je suis Itaï. Vous n'êtes pas obligés d'étudier. Si on va étudier quelque chose cette année, ça sera merveilleux. Si on n'étudie rien, c'est OK aussi pour moi. Moi, je m'appelle Ita, je vous raconte ma vie, racontez-moi votre. On s'assied, on peut jouer ensemble, on peut parler ensemble, on peut être dehors de la classe, on peut être dedans. Et puis après, quelques cours, quelques semaines, quelques mois, il y a quelque chose qui commence à se passer, tu comprends? Mais si on est là, dans 1 mois, il y a un examen. Dans 2 mois, tu reçois des notes. Après, c'est horrible. L'enfant, il veut plus étudier. Tu comprends? Nous, on doit arrêter avec le stress parce qu'on ne peut pas étudier quand on est en stress. C'est l'inverse pour explorer le monde, on doit être en calme émotionnel, en calme, en investigation, ça s'appelle. Je veux découvrir le monde. Mais si je dois survivre, j'ai peur du prof, ce qu'il va faire, il va me punir, il va me faire quelque chose, il va dire à mes parents, il va me donner une note, ça sera 0, ça sera horrible, tout le monde va savoir que je connais pas, tu peux pas étudier, tu comprends? Alors ça peut se passer déjà demain, mais on est très loin, j'étais prof, on est très très loin de là-bas, on n'est même pas proche de cet état que je parle. Je m'excuse, Itaï, de t'interrompre, mais je t'entends, je suis tellement séduit, conquis par tout ce que tu dis, et avec mes enfants, etc., mais là, je te dis, attends, mais l'éducation,
dans un État, c'est un système. Un système ne peut pas incorporer le personnel, le rapport, maintenant aller dans la récréation, quand ça vous dit, vous revenez, on étudie, on fait un examen quand vous êtes prêt, dans 1 mois, dans 2 mois. Un système ne travaille pas comme ça. Donc il faut complètement désystémiser le système. Oui, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais il faut faire il faut faire que dans le système, on arrive à faire ce qu'il faut faire. Parce que le fait est qu'on ne va pas changer la nature. On ne va pas changer comment les enfants étudient et comment on vit dans ce monde et qu'est-ce qui est important pour nous. Nous, on doit faire autant que le système soit bien avec comment ça marche. J'espère que je me fais comprendre en français. C'est ma langue principale. Mais c'est nous qui ont inventé le système. Alors c'est à nous. C'est pas. Tu comprends le problème, c'est que nous on fait un système qui est horrible et puis après on dit aux enfants t'es pas arrivé à l'heure, t'as pas bien étudié. Mais c'est pas sa faute. C'est notre faute. Nous on est les profs. Nous on a fait le système. On est les adultes. Alors on doit prendre la responsabilité, pas les enfants. Enfin, Alvaï, si seulement les profs avaient fait le système apparemment, il se nourrit lui-même parce que les profs, ils rentrent aussi dans le système, qu'ils n'apprécient pas obligatoirement et les horaires et les trucs et les punitions. Et tu peux pas être malade sans qu'on te dise ça va être problématique. Il n'y a pas que les enfants dans le système. Un système, il prend. Et malgré tout, il y a quand même quelques qualités que tu vois dans les écoles et dans les systèmes puisque tu as enseigné là-bas. Les écoles, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel, on dit. On est obligé d'avoir des écoles. C'est bien qu'il y ait des écoles. Je suis pas contre l'école parce que pas toutes les familles peuvent rester avec leurs enfants. Moi, je suis très privilégié de faire ça. Je suis d'accord qu'il faut avoir des écoles. Et dans les écoles, il y a des choses qui sont très bien et il y a des profs qui sont très, très bien. J'ai pas quelque chose contre. Mais le fait que le système est fait comme ça, c'est très loin de comment les enfants étudient et on doit faire un grand travail, mais c'est très bien qu'il y ait les écoles. Et moi, je suis très optimiste dans ça. Je suis sûr que dans 30 ans, quand on verra une école, elle ne sera pas du tout comme celle d'aujourd'hui. Alors, une dernière petite question, Itaï, et après, on va se diriger vers la fin de l'émission. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour ta participation. Mais dimanche, en France, il y a beaucoup de gens de France qui nous regardent. Dimanche en France, c'est un jour de congé en France. Il n'y a pas d'école. Et les enfants, on pourrait penser alors qu'ils vont s'amuser, mais très souvent, ils restent des heures aussi à faire du travail parce que lundi, il y a les interrogations, il y a un système qui est très, très stressant. Tes enfants à toi, ils font des maths actuellement? Qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle, maintenant? Mes enfants maintenant, ils doivent manger. Ils étudient jamais c'est pas comme à l'école, mais à la maison, chez nous. C'est free time. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux étudier, tu étudies. Mais si tu veux jouer le foot, tu joues le foot. Si tu veux écouter la musique, tu écoutes la musique. Et si tu veux pleurer, tu pleures. Et dans tout ça, j'étais prof, hein, je peux te dire que ce que les enfants étudient chez moi, dans ma classe, pendant 1 an, je peux enseigner en 2 ou 3 heures. En fait, si l'enfant il est en état qui peut étudier, ça m'intéresse, c'est 3 heures. Hein. Je suis pas stressé là. Ils peuvent pas étudier toute l'année, ils vont étudier l'année prochaine. S'ils apprennent pas à lire aujourd'hui, ils vont apprendre à lire demain. Moi, j'ai aucun stress sur eux et je vous propose de faire la même chose. Ça fait très bien pour les relations entre les parents et les enfants quand on enlève le stress de tu dois étudier, tu dois étudier. Todarabah, merci beaucoup, Itaï. Alors, Avec plaisir. On a eu l'avis de Myriam et de Wesley, on a l'avis d'Itaï. Eliezer, on va devoir clore cette émission, à mon avis. Alors, il y aura une école encore demain, et s'il y a une école, et en entendant tout ce qu'a dit Itaï, elle ressemblera à quoi? Wow, non, c'était génial d'entendre ton fils, la conquis. Je vais donner un exemple. Par exemple, ma grande fille, elle adorait son école. Pourquoi? Parfois, elle sort de la maison à 11h du soir, je lui dis, où tu vas? C'est ma prof qui m'a invité. Pour fêter, etc. C'est-à-dire, il y avait un rapport tellement personnel entre les profs qu'elle détestait l'histoire. Elle a fini son bac avec une très bonne note en histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rapport formidable avec le professeur. C'est des choses de base. Donc, je pense que, pour répondre à ta question, on a chaque fois l'impression qu'avec les défis technologiques, on doit réinventer la roue, on doit faire quelque chose d'extravagant.
Il n'y a rien d'extravagant à dire. Comme l'a dit Itai, Shimon ben Shattach, il a tout inventé. Le roi Hiskiyahu, il a tout inventé. Là, tu dis, David Amelech, ils ont tout dit. Les bases qui font que l'enfant ait envie d'apprendre, elles sont restées les mêmes. Les manières d'enseigner qui sont basées sur le lien parental, le lien entre éducation, un lien de mentorat comme Moshe veYoshua, un lien entre PLP et Daberbo. Je parle de bouche à bouche entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, ça ne change pas. C'est-à-dire, il faut avoir, je pense que c'est un défi, c'est facile à dire, je ne suis pas un expert, loin de là, le défi de l'humilité, de voir, bon, on laisse de côté un peu les exigences du système, on prend ce qu'on a et maintenant, avec tout le AI, avec tout ça, on a peut-être un peu plus de temps pour l'essentiel, pour le rapport entre enseignants, qui devra devenir moins savoir et plus mentor, accompagnateur, bienveillant, tu le répètes. Moins surveillant, moins discipline, beaucoup plus accompagnant de l'expérience de vie, d'apprentissage, d'amour de l'apprentissage. Et beaucoup plus, comment dire, et on a entendu avec Myriam et avec Wesley, tu le fais le Shem Shamaim. Tu le fais pour soi, pour les cieux, pas parce que c'est tel ou tel gain, mais véritablement parce que tu vois ça comme vocation. Je pense que ça va être la bonne définition pour finir. Une école qui serait l'Echem Shamaim. On vient tous là, mais parce qu'on cherche quelque chose qui n'est pas les notes, qui n'est pas le bac obligatoirement, de grandir tous ensemble, de s'apporter tous ensemble, d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, de s'émerveiller. Tu parlais tout à l'heure dans une autre émission de magie. C'est ce qu'il faut rechercher. S'il y a une évolution de l'école, non, c'est pas l'intelligence artificielle qui va l'influencer le plus. C'est cette compréhension qu'un enfant a besoin de voir l'extérieur, de jouer, de s'amuser, de respirer et d'être avec un accompagnateur qui est grand, qui peut le guider et l'amener, mais qui est bienveillant, qui ne hurle pas sur lui et qui est là pour l'accompagner pas à pas vers l'âge adulte. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Elementor et à la prochaine émission. Au revoir.